vous présente notre conférencier qui a accepté avec plaisir là, de participer à ce projet de la Fondation avec nous. Donc, François Renaud, qui est sexologue et psychothérapeute, diplômé en sexologie clinique de l'Université du Québec à Montréal. Donc, le baccalauréat et le master, ou la maîtrise, licence et master, ou baccalauréat et maîtrise dans notre langage au Québec. Qui est également directeur d'une clinique en sexologie à Montréal. Donc, et François a déjà présenté plusieurs fois sur le thème du désir sexuel, mind mapping et consentement. Donc, trois sujets qui sont tout à fait d'actualité et qui touchent plusieurs personnes et qui font partie aussi de plusieurs demandes qu'on a en sexologie. Donc, sans plus tarder, François, je vais te céder la parole. Je sais pas. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. OK. Donc, bonjour, comme Lise m'a présenté, je suis effectivement le sexologue et psychothérapeute dans ma clinique. Je supervise aussi là, des collègues depuis plusieurs années, puis je me suis vraiment spécialisée depuis le début de ma formation, en fait, là, en thérapie de couple. Je fais plusieurs conférences aussi là-dessus, puis je fais des formations spécifiquement là, sur le désir sexuel. C'est un peu, en fait, là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans la prochaine heure. Le désir sexuel, c'est quelque chose qui fait quand même couler beaucoup d'encre, qui fait beaucoup jaser les gens. C'est un des sujets les plus difficiles aussi à traiter en thérapie de couple. Je vais particulièrement, en fait, pas me spécialiser, là, mais me concentrer, en fait, sur le désir sexuel, surtout dans les relations à long terme. Donc, pas nécessairement des gens qui n'auraient pas de désir sexuel comme à la base, ou des gens, par exemple, qui pourraient se considérer là, asexuels, mais comment, en fait, il y a une évolution, finalement, du désir sexuel à travers les années, quand ça fait longtemps qu'on est avec un couple, comment certaines dynamiques s'instaurent, puis comment, en fait, des fois, on trébuche dans ces dynamiques-là, puis comment on peut en ressortir. Donc, on va parler justement, là, comme le titre le disait, la description, du mind mapping, donc qui est vraiment essentiel au sujet d'aujourd'hui, le désir sexuel et le consentement, et aussi, évidemment, là, comment tout le consentement est aussi un ingrédient clé par rapport à tout ça. Il y avait aussi là, dans la description, là, on va beaucoup parler en fait d'intégrité. Donc, comment l'intégrité, l'authenticité d'une personne vient vraiment beaucoup jouer en fait là, sur le désir sexuel quand on tente de l'entretenir dans un couple à long terme, peu importe que ce soit dans des couples là, monogames, non monogames, polyamoureux, dans des couples gays, lesbiennes, etc., couples trans, les dynamiques se répètent, là, peu importe les configurations qu'on peut y retrouver. Donc, justement, si on parle un peu de désir sexuel pour définir un peu, en fait, c'est quoi, sans rentrer dans quelque chose de plus théorique, je vais peut-être rentrer plus, là, en fait, même dans votre imaginaire. Donc, j'aimerais ça, en fait, là, que vous preniez peut-être un 30 secondes, une minute, juste pour vous imaginer, si ça vous aide même là, de fermer vos yeux, de c'est quoi les signes pour vous que quelqu'un exprime du désir sexuel? Qu'est-ce que vous faites pour exprimer votre désir sexuel? Comment vous savez que l'autre est en train d'exprimer son désir sexuel, qui ont réellement le goût, qui ont eu une satisfaction sexuelle ou qui sont en train justement de prendre plaisir aux activités sexuelles que vous êtes en train d'avoir. Puis si ça vous tente, n'hésitez pas là, à mettre même certaines de vos réponses là, dans le chat pour qu'on ait un peu là, quelques informations, un peu le pouls là, de comment vous percevez le désir sexuel, comment il s'exprime chez vous, comment il s'exprime là, chez les autres. Donc, prenez le temps, on va prendre un petit 30 secondes, une minute, juste pour que vous puissiez réfléchir. Puis comme je vous dis, si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas là, à mettre certaines de vos réponses. Donc, quelqu'un mentionne par le regard, les gémissements, respiration, mouvement, sourire, rougeur,
regard langoureux, proximité physique, toucher, caresse, rapprochement physique, le toucher, tension musculaire. Par le regard, le toucher, le rire, les caresses. Donc, on voit qu'il y a plusieurs réponses là, qui reviennent. Donc, effectivement, on voit beaucoup l'expression du visage, sentir une réelle connexion avec quelqu'un, sentir une réelle connexion avec quelqu'un. Donc, on voit, là, c'est ça, il y a des choses qui reviennent, le toucher, l'expression, quelqu'un qui va être actif. Donc, parfois, les gens, ce qui ont tendance, une des choses que les gens ont souvent tendance à se fier dessus, c'est, malgré que ce n'est pas ressorti là, dans les exemples qui sont sortis, ça va être souvent la réponse sexuelle, donc la lubrification et l'érection. Donc, souvent, les gens vont se fier là-dessus pour déterminer le degré de désirabilité ou le degré de désir que quelqu'un va ressentir. On va regarder la quantité de lubrification. Donc, par exemple, beaucoup, moyen, peu, pas du tout. Au niveau de l'érection, on va regarder est-ce qu'elle est semi-molle, est-ce qu'elle est dure, est-ce qu'elle est rigide, est-ce qu'elle vient vite, est-ce que ça prend du temps avant qu'elle vienne. Donc, beaucoup de gens vont se fier un peu sur la réponse sexuelle. Donc, est-ce que mon partenaire ou moi, est-ce que je suis fonctionnel physiquement? Puis je suis content en fait que ce n'est pas nécessairement ce qui est ressorti peut-être dans les questions parce que ce n'est pas nécessairement le meilleur signe. C'est certainement un des signes, mais ce n'est pas le seul. Donc, tu sais, moi, j'avais mis là, sur ma feuille ici, gémissement, mouvement du corps, mouvement du bassin, mouvement des épaules, le cou, le dos, la tête, les yeux qui roulent par en arrière tellement que c'est bon, la bouche qui s'ouvre, quelqu'un qui est actif. La manière aussi que quelqu'un va embrasser peut être très révélateur de la désirabilité qu'on va avoir. Donc, le type de baiser qu'on va donner va nous dire est-ce que mon partenaire en ce moment a un désir sexuel, souhaite avoir une relation sexuelle, souhaite continuer à avoir une relation sexuelle, ou au contraire, cette personne-là est en train de m'envoyer un message non verbal de désintérêt ou d'un manque d'intérêt par rapport à ça. Fait que, on peut penser aux différents types de baisers qu'on peut avoir. Donc, il y a les becs de canard, donc ce que moi j'appelle là, quand on fait des petits becs là, avec la lèvre dure comme ça. Généralement, ce n'est pas un très grand signe que notre partenaire veut partager un moment de sensualité. Est-ce que c'est quelqu'un même qui va comme rentrer ses lèvres à l'intérieur, donc qui empêche même l'accès à un bout de lèvre, là, qui va faire comme de cette façon-là. Donc, ça, c'est un autre signe de potentiel désintérêt ou un manque de désir. Versus quelqu'un, par exemple, qui va sortir sa langue, qui va tenter de faire là, ce qu'on appelle en bon québécois un French kiss, parce que dans le fond, là, les langues se touchent, on rentre même la langue à l'intérieur de la bouche de l'autre. Est-ce que c'est un bec mou, tu sais, que les lèvres, là, ils sont bien pulpeuses, ils sont molles, ils sont engagés? Est-ce qu'au contraire, c'est comme quelqu'un, tu sais, qui donne un bec, justement, qui n'est pas engagé, qui est comme, tu sais, qui est comme mou, qui est comme paresseux. Tu sais, souvent, quand on est dans le lit avant de se coucher, là, on sent que notre partenaire n'a comme pas le goût de mettre trop d'efforts dans le baiser, puis tu t'efforces à aller le chercher versus quelqu'un qui est très engagé là-dedans. Est-ce que c'est un bec qui est évitant ou au contraire, tu sais, l'autre personne va vers toi? Tu sais, les becs évitants, c'est souvent quelqu'un qui va même tasser peut-être sa tête pendant une tentative de baiser que finalement tu lui pognes là, la joue ou même le nez parce que la personne a tenté d'éviter en fait le baiser. Est-ce que c'est un bec qui est mouillé? C'est un bec qui est sec? Est-ce qu'on embrasse quasiment avec les dents l'autre tellement que l'autre n'est pas capable de nous donner de la lèvre? Donc, ce sont tous des signes qu'on va avoir à travers le baiser. Donc, c'est très révélateur, le baiser, les becs, dans le fond, qu'on va se donner pour voir est-ce que mon partenaire en ce moment désire avoir une relation sexuelle ou est-ce qu'elle ou lui désire continuer la relation sexuelle. Puis tous ces signes-là, dans le fond, elles sont analysées, scrutées par notre habileté en tant que personne qui s'appelle le mind mapping. Donc, le mind mapping, là, pour faire peut-être une traduction francophone, mais qui n'est pas nécessairement juste, le mind, là, ça fait référence à nos pensées, à nos émotions, à qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on vit. Puis le mapping, mais ça fait un peu référence là, à faire une cartographie finalement de ça. Donc, ce n'est pas exactement lire dans les pensées d'une autre personne, mais c'est notre tentative en fait de déterminer qu'est-ce que l'autre est en train de me communiquer. Donc, c'est toute la communication en fait non verbale qu'on va avoir d'une autre personne. Donc, dans tous les exemples qu'on a donnés précédemment sur les signes de désir sexuel ou les signes d'absence de désir sexuel,
bien, notre partenaire ne nous verbalise rien, ne nous dit rien, mais on est capable d'interpréter que son activité ou son inactivité ou sa passivité, bien, elle est communicatrice de quelque chose. Je suis capable de sentir que si je vais vers ma partenaire, je tente de lui donner un bec, je tente de la caresser à certains endroits plus sensuels, bien, je suis capable de lire finalement que est-ce que cette personne-là est en train de vouloir partager un moment intime avec moi ou tente de s'enlever finalement, d'éviter en fait ce moment-là intime. Et c'est le mind mapping qui nous permet de déterminer ça. Et c'est là aussi où pourquoi bien des difficultés de communication dans un couple, c'est souvent pas tant des choses que j'ai tendance, moi, à travailler en thérapie de couple. Je travaille beaucoup, en fait, avec le mind mapping et comment les gens vont interpréter ce genre de situation-là et comment ils vont gérer émotionnellement le message qu'ils vont avoir. Donc, par exemple, on va retrouver dans des couples beaucoup de gens qui vont me dire, bien, quand je fais des avances, mon partenaire ou ma partenaire ne comprend pas mes signes. Puis plus souvent qu'autrement, c'est pas qu'ils les comprennent pas, c'est qu'ils veulent vous faire croire qu'ils les comprennent pas parce que ça leur tente pas de verbaliser que ça leur tente pas d'aller là. Donc, ils vont donner des bisous qui sont désengagés, qui sont mous, qui sont durs, qui sont des becs de canard pour envoyer le message de ça me tente pas. Je veux éviter en fait le moment de rejet que je vais te faire vivre et j'espère que tu vas pouvoir le comprendre par ma gestuelle, par mon langage corporel qui est en train de te communiquer, je ne veux pas aller dans cette zone-là de notre sphère sexuelle actuellement. Donc, c'est le mind mapping, en fait, qui détermine tout ça. C'est une habileté, en fait, qui est généralement développée à l'âge de 4 ans. Donc, on commence à le développer avant ça, mais à l'âge de 4 ans, on peut vraiment l'établir. Puis, à l'âge de 11 ans, en fait, c'est là qu'il est vraiment devenu à un niveau là, mature. Puis c'est ça, des fois, en fait, qu'on peut même percevoir. Là, je n'irai pas trop là, dans ces détails-là, mais ça peut jouer sur le désir, comment souvent les jeunes filles, très jeunes, plus que les garçons, mais les garçons, ça peut être aussi le cas, comment à un très jeune âge, vers l'âge entre 9 et 11 ans, peuvent commencer à sentir qu'ils sont sexualisés, en fait, par soit des jeunes de leur âge ou, en fait, des personnes plus âgées, donc des adultes. Ils ont fait justement là, des études par rapport à ça, parce que beaucoup de femmes, dès l'âge de 9-11 ans, commençaient déjà à sentir la sexualisation de leur corps. Puis c'est le mind mapping, dans le fond, qui va percevoir ça et ça peut jouer effectivement sur toute notre interaction avec le désir, notre intérêt pour la sexualité plus tard. Donc, cette habileté-là, en fait, là, de faire du mind mapping, c'est à plein de niveaux dans une relation, puis on va y aller plus en détail, mais je vais commencer vraiment là, par l'aspect du consentement avec le mind mapping. Et c'est le mind mapping qui détermine, je n'ai pas besoin finalement de savoir que mon partenaire n'a pas littéralement besoin de me dire j'ai le goût d'avoir une relation sexuelle, je peux le ressentir à travers le langage corporel. Je peux parfois me tromper puis mal interpréter certaines choses, mais le mind mapping, généralement, est assez spécifique, ou le mot en anglais, c'est accurate, là, est capable quand même assez véridiquement de bien juger là, de l'intérêt ou du désintérêt de quelqu'un et donc de son désir sexuel pendant, avant une relation sexuelle et voir aussi après. Donc, comment le mind mapping fonctionne par rapport justement au consentement? On va le voir là, beaucoup, ce sont plein de différentes dynamiques qui s'instaurent dans les couples. Puis une des choses qu'on voit dans les couples à long terme, c'est qu'il y a une dynamique au niveau des partenaires, où il va y avoir un partenaire qui a plus de désir et un partenaire qui a moins de désir sexuel. Ça, c'est quasiment inévitable, qu'il y a quelqu'un qui a plus de désir que l'autre. C'est impossible de se retrouver avec un partenaire qui a toujours le même goût que nous autres, exactement au même moment. Qui va le ressentir dans des moments qui sont appropriés. Il va toujours avoir une personne qui va plus le demander. Au début d'une relation, on le sent beaucoup moins. Généralement, les niveaux de désir sexuel sont plus évidents, mais tranquillement, on commence à voir qu'il y a une différence qui s'installe. Puis, comment qu'on gère cette différence-là? Bien, c'est beaucoup, en fait, à travers le mind mapping qu'on va faire de notre partenaire. Est-ce que je peux me permettre de dire non à mon partenaire? Est-ce que j'ai le droit d'enlever mon consentement et à quel moment j'ai le droit de l'enlever, mon consentement? Est-ce que je suis si je suis en train d'avoir une relation sexuelle, je suis par exemple en train de faire une fellation ou un cunnilingus à ma partenaire ou mon partenaire, puis ça me tente soudainement plus de continuer, est-ce que j'ai le droit d'enlever mon consentement à ce moment-là? La réponse, c'est oui,
Mais plusieurs personnes vont avoir l'impression que ce n'est pas possible, en fait. Puis c'est là que, généralement, ça crée beaucoup de difficultés dans le couple parce que si je commence à démontrer mon désintérêt pendant une relation sexuelle, mais je ne veux pas le nommer, mais je tente de communiquer par la manière que je caresse l'autre, par la manière que je me désengage, l'autre va mind mapper ça. Elle va commencer à ressentir le désintérêt. Puis là, moi, je vais regarder, est-ce qu'elle perçoit le message? Elle ignore le message? Est-ce qu'elle ignore mon semi-non-consentement qui n'est pas là, le fait que je me désengage? Ou au contraire, la personne va le nommer, faire, tu sais, j'ai l'impression que tu n'es plus dedans, ça te tente moins, est-ce que tu voudrais qu'on arrête? Versus le partenaire qui va peut-être le ressentir, qui va dire, OK, là, il faut que je me grouille, elle a de l'air un peu tannée, il a de l'air un peu tanné. Puis ça, tous ces messages-là non dits vont beaucoup influencer finalement le désir sexuel que je peux avoir. Là où la partenaire qui va réaliser en fait le désintérêt que l'autre est en train d'avoir, va le nommer et va le prendre en considération, est en train de démontrer du respect en fait pour le consentement. Je prends en considération le fait que je vois que tu deviens de moins en moins satisfait avec notre acte sexuel. Donc, je le prends en considération, je le nomme et puis si effectivement ça ne tente pas, je vais reculer. Mais si par exemple, je le remarque et puis je le nomme, mais là, je me fâche, je deviens fâché, je deviens frustré, je me sens blessé que tu t'es désintéressé de notre sexualité, de notre relation sexuelle, bien, probablement que la prochaine fois, je vais avoir plus de difficultés à démontrer mon intérêt. Parce que quand j'ai tenté d'enlever mon consentement, ça n'a pas été une situation agréable. Ça n'a pas été une situation où ce que je me suis senti respecté. J'ai plus senti que ben, tu l'as demandé juste pour que je me remette dedans, pas pour réellement me prendre en considération. Et donc, dans ces situations-là, ben, je vais peut-être commencer même à carrément éviter la relation sexuelle. Parce que si je n'ai pas vraiment le goût de m'engager dans toute une relation sexuelle, ben, quand tu vas venir me voir pour initier, pour me séduire pour une relation sexuelle, ben, je vais peut-être déjà commencer à t'envoyer des signaux où je vais te barrer même avant d'aller plus loin parce que ça ne me tente pas de revivre finalement cette situation-là désagréable. Dans d'autres circonstances, on va avoir quelqu'un qui commence à démontrer un certain désintérêt, mais on voit que l'autre soit le perçoit ou ignore en fait les signaux. Donc, il va, comme je disais tantôt, se grouiller pour avoir son orgasme le plus rapidement possible parce qu'ils ne veulent pas vivre non plus la déception que l'autre est désintéressé. Mais ce que ça l'envoie comme message, c'est bien, finalement, mon insatisfaction actuelle ne t'importe pas. Toi, tout ce que tu veux faire, c'est terminer pour au moins que tu puisses jouir. Et donc, je ne me sens pas non plus respecté dans cette circonstance-là. Et donc, ça me tente de moins en moins d'engager dans une intimité sexuelle avec toi. Puis évidemment, ce genre de situation-là, c'est des choses qui s'installent tranquillement dans une relation. Euh, Plus que je me laisse finalement avoir des relations sexuelles que ça ne me tente pas, puis que je continue à démontrer un genre d'intérêt, mais un désintérêt en même temps, puis que je sens que tu ne réagis pas à ça ou que tu réagis mal à ça, mais ce qui commence à s'installer, c'est beaucoup de ressentiment et d'amertume. Puis c'est ce que moi j'appelle, quand je fais de la thérapie de couple avec mes couples qui me consultent, quand je fais des conférences, c'est ce qu'on appelle en fait du sexe par pitié. Donc, quelles sont les bonnes ou les mauvaises raisons un peu de finalement avoir des relations sexuelles? Si moi je suis le partenaire qui a moins de désir sexuel, puis je sais que mon partenaire a le goût ce soir ou cette journée-là, il ou lui démontre des signes de vouloir un rapprochement. Puis là, je me sens pas bien parce que ça ne me tente pas, mais ça ne me tente pas de vivre le conflit parce que la dernière fois, tu t'es fâché, tu m'as boudé, tu t'es senti blessé, tu ne m'as pas vraiment respecté, tu as insisté jusqu'à temps justement que je craque. Mais là, qu'est-ce que je vais faire pour te communiquer le plus efficacement possible que ça ne me tente pas d'aller là? Mais je vais peut-être commencer à être un peu froid ou un peu froide. Je vais être distant. Je vais peut-être devenir bête. Je vais être froid, tu sais, comme physiquement, je vais tenter de me retirer le plus possible. Puis tout ça, ça se passe entre le mind mapping qui se passe, entre les partenaires. Ils comprennent tous ces messages-là, mais personne ne veut en parler parce que c'est plus facile de ne pas en parler que d'aborder réellement le sujet et vivre tout le malaise alentour du rejet, du conflit, la pression que je sens par rapport à ça. Et donc,
le consentement est vraiment un élément central dans un couple à long terme de est-ce que je sens que mon consentement est réellement pris en considération? Et ce que j'entends par consentement, c'est est-ce que ma satisfaction aussi de nos échanges sexuels, elle est prise en considération ou au contraire, je sens qu'elle n'est pas vraiment prise en considération. Puis tout ça, ça se développe tranquillement dans un couple où ce que peut-être qu'on se sent coupable et on va quand même offrir finalement une relation sexuelle que ça ne nous tente pas d'avoir. Donc, c'est ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle là, du sexe par pitié. Donc, je t'offre du sexe parce que je ne veux pas avoir un conflit, parce que je ne veux pas, en fait, me sentir coupable, parce que je ne veux pas que tu me trompes, parce que peut-être que tu vas aller voir ailleurs si ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas faite. Mais la relation sexuelle dans un sexe par pitié, c'est généralement du très mauvais sexe qu'on va avoir. C'est rare que c'est particulièrement bon. Puis l'affaire, c'est que les deux partenaires sentent que c'est pas si intéressant que ça, mais au moins on en a. C'est souvent ce que je vais entendre du partenaire, autant des femmes que des hommes. Ben si j'avais pas ça, j'aurais rien. Puis ça, quand ton partenaire entend ça, là, il n'y a rien de plus délubrifiant ou débandant que d'entendre ça. Le message que tu envoies finalement, là, c'est ben regarde, que tu sois satisfait ou pas satisfait, en autant que moi je peux en avoir, on va être bon, puis on va être correct. Fait que ce que tu es en train de dire, c'est je te respecte pas plus que ça. Je me respecte pas plus que ça, parce que finalement, je suis prêt à prendre les quelques miettes de sexe par pitié que tu oses me donner. Et donc, je ne suis pas une personne particulièrement admirative. Et donc, je ne te respecte pas non plus. Et tu ne peux pas m'admirer parce que je ne te prends pas vraiment plus en considération, puis je ne me respecte pas non plus. Donc, c'est ça ce que la dynamique de sexe par pitié instaure. C'est ce genre de dynamique-là particulièrement désagréable. Puis parfois, les gens vont vouloir éviter, en fait, ce genre de discours-là ouvert. C'est comme là, je le présente de façon très évidente, mais souvent, les gens tentent de camoufler que c'est exactement ça qu'ils font. Donc, si je vous donne un exemple, une des premières questions que je pose en thérapie de couple, c'est parlez-moi de votre satisfaction sexuelle. Je parle rarement de la fréquence, mais je veux savoir comment satisfaisant est une relation sexuelle. Puis les gens, typiquement, ce qu'ils vont me répondre, c'est mais quand on le fait, c'est bon. Mais ça a tendance à être espacé, on ne sait pas trop pourquoi. Fait que là, je vais demander, mais pouvez-vous me dire, c'est quoi être satisfait sexuellement exactement? Comment vous savez que l'autre est réellement satisfaisant? Que l'autre est réellement satisfait ou satisfaite dans la relation sexuelle? Fait qu'on va peut-être me donner des exemples. Typiquement, l'exemple qu'on va me donner, c'est elle a eu un orgasme, j'ai eu un orgasme, donc c'est ça un signe de satisfaction sexuelle. Puis là, je dis, ben moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des orgasmes, puis c'était pas plus satisfaisant que ça. Fait qu'il va peut-être falloir me donner d'autres exemples, parce que là, l'orgasme, c'est le 6 secondes potentiellement à la fin. Qu'est-ce qui faisait qu'avant, vous étiez satisfait? Puis là, je vais demander la question, je dis, ça vous arrive-tu des fois d'avoir des relations sexuelles, ou surtout à la ou le partenaire qui a moins de désir sexuel, ça vous arrive-tu d'avoir pas tant envie, mais de le faire quand même, parce que ça vous intéresse plus ou moins, mais vous voulez peut-être éviter un conflit ou ça fait longtemps, vous le faites par culpabilité. Puis souvent, le partenaire qui en a plus m'a dit préalablement, une des choses qui est importante pour moi, c'est la satisfaction de mon ou ma partenaire. Puis là, je demande à la partenaire qui a moins de désir, est-ce que ça t'arrive de le faire quand ça ne te tente pas tant? Puis là, elle va me dire oui, il va me dire oui. Puis là, je vais me retourner vers l'autre, puis je vais lui demander, mais si la satisfaction de ta partenaire est si importante que ça, ou de ton partenaire est si importante que ça, comment ça tu acceptes du sexe qu'elle n'a pas tant d'intérêt à avoir? Parce que si c'est vraiment important pour toi, tu devrais être constamment en train de regarder son intérêt à cette personne-là. Donc, soit tu n'y portes pas tant attention, ou soit quand tu y portes attention et tu vois que l'autre est peut-être désengagé, ben tu continues quand même. Puis là, c'est là qu'ils vont me répondre, ouais, mais si j'arrêterais ou si j'accepterais pas le sexe, j'en aurais pas du tout. Fait que même des partenaires qui vont se présenter comme la satisfaction de mon partenaire est vraiment important, on voit que finalement, dans la dynamique de la relation sexuelle, souvent, ce n'est pas tant le cas. Que souvent, ils vont outrepasser finalement l'intérêt de leur partenaire pour que leur intérêt, qui est d'avoir une relation sexuelle et souvent d'avoir un orgasme, soit complété. Peu importe la satisfaction ou l'insatisfaction que l'autre personne peut potentiellement avoir. Fait que moi, ce que je me retrouve souvent avec dans mes thérapies de couple, c'est des gens qui sont rendus à ce niveau-là, qui ont eu plusieurs relations sexuelles par pitié,
que ça a soit été complètement ignoré, ça n'a jamais été parlé, ou que tous les deux sont au courant et il y a effectivement beaucoup d'amertume et de ressentiment. Et donc, ça fait que c'est très difficile dans ces circonstances-là d'avoir un désir sexuel pour son partenaire. Puis, de vouloir mettre même de l'effort pour se séduire, pour créer une atmosphère sexuelle, souvent la séduction se limite à ça te tente-tu ce soir? Ce qui est généralement pas la meilleure façon de stimuler le désir sexuel de quelqu'un parce que si les deux, vous avez du désir, à ce moment-là, ça va fonctionner. Mais s'il y en a juste un qui a un désir, c'est pas en disant ça te tente-tu ce soir que ça va faire en sorte que tu vas exploser soudainement en genre 10 secondes de désir pour sauter sur l'autre personne. Fait que souvent, effectivement, la personne qui a plus de désir va mettre de moins en moins d'efforts pour susciter même le désir. Elle va limiter le rejet le plus possible et surtout, si je mets beaucoup d'efforts pour avoir une relation sexuelle, mais que je vais aboutir avec un non, bien, ce que je fais, c'est que je commence à mettre de moins en moins d'efforts et donc le non devient moins difficile à recevoir par la bande parce que dans le fond, je n'ai pas mis tant d'efforts de ça. Donc, je me sens moins blessé que si j'ai mis tout le paquet à ce moment-là. Et donc, le fait que je sens que tu mets moins d'efforts aussi, bien, ça me tente moins et ça peut même me fâcher en tant que partenaire que moins de désir d'avoir justement des relations sexuelles parce que finalement, tout ce que tu fais, c'est ça te tente-tu ou ça ne te tente pas. Mais tu ne vas pas tenter de susciter mon désir. Tu ne portes pas attention à notre relation. Et donc, je suis en train de mind mapper aussi cet élément-là de ton effort que tu mets, il est très peu là, en fait. Et donc, ça ne me tente pas, justement, de mettre moi aussi de mon côté de l'effort et de même créer une ouverture. Donc, souvent, je vais répondre froidement, ça ne me tente pas, tout simplement. Je voulais savoir, à partir d'ici, j'ai parlé de plusieurs concepts, le mind mapping, le consentement. Je voulais savoir là, comment les gens réagissaient par rapport à ça, s'il y avait peut-être des questions, des choses que quelqu'un voulait qu'on clarifie, juste avant qu'on continue pour s'assurer que on est sur la même page et tout le monde me suit là, par rapport à ça. Là. Fait que, si quelqu'un a des questions, je vais vous laisser un 30 secondes là, pour la formuler. Vous pouvez peut-être juste lever votre main, voir là, si vous vouliez poser la question. Ça peut être aussi là, ouvrir votre micro et tout simplement là, poser la question s'il y a quelque chose qui aurait besoin d'être clarifié par rapport à ce que je parle. Okay. Donc, je vois qu'il y a des gens là, qui disent que c'est très clair. Parfait. Donc, je vois personne là, qui semble vouloir poser une question. Donc, si on regardait justement du côté de comment on instaure en fait son consentement ou qu'on enlève son consentement, donc une façon d'enlever son consentement, c'est de le faire de façon verbale, donc de tout simplement dire non, ça ne me tente pas, puis de voir comment notre partenaire réagit par rapport à ça. Une façon que quelqu'un va le retirer, c'est « as-tu bientôt fini ?» Donc, pendant un acte sexuel, c'est des choses que des fois les gens vont dire, c'est « as-tu bientôt fini ?» Ce qui veut dire, tu peux-tu accélérer? Je suis tanné. C'est souvent le sous-message qui est en dessous de ça. Puis généralement, ce que les gens vont faire, c'est accélérer. En fait, il faudra, OK, mais il faut que j'accélère. On va voir ça surtout pour des femmes qui ont peut-être des douleurs durant la pénétration ou pendant l'acte sexuel, qui là peut-être commencent à avoir un peu mal. Puis des fois, ils attendent quand même assez longtemps. Mais c'est le genre de phrase que, tu sais, moi, si j'entendrais ça d'un partenaire, généralement, je n'ai pas l'impression que la personne est en train d'avoir du fun quand elle me dit « T'as-tu bientôt fini? » Donc, tu sais, c'est le genre de choses qu'il faut porter attention, mais qu'on a tendance à ignorer, en fait, le sous-message. Mais il y a plein de communications entre ces choses-là. Quelqu'un qui, par exemple, tu lui demandes, tu tentes de l'approcher, puis elle va ou il va soupirer de ton approche. Tu de faire ouais, OK. Tu sais, ça tente de faire l'amour, ou tu t'attends d'être séducteur, mais la personne fait juste soupirer. Ou la personne fait OK, on va faire ça vite. Puis pas dans le sens de on n'a pas beaucoup de temps, on va faire une petite vite avant qu'on aille au travail, mais plus genre comme ça ne me tente pas que ça dure très longtemps, on peut-tu faire ça vite? Ah, OK. Je viens d'avoir deux questions. Le mind mapping, c'est de la communication non verbale. Oui, effectivement, en partie, c'est plus complexe que ça, mais effectivement, c'est de la communication non verbale. Le mind mapping, je vais y aller plus là, en détail par la suite, mais effectivement, en grande partie, c'est de la communication non verbale. Et tout ce qui est comme
C'est comme lire les messages, lire entre les lignes. Donc, par exemple, si je fais du sarcasme, ben, je dis une chose, mais en réalité, je dis une autre chose. Donc, il n'y a pas nécessairement de communication non verbale par rapport à ça, mais il y a une deuxième intention en arrière. C'est beaucoup, en fait, comment je vais, comment dire, comment je vais percevoir aussi le désir de l'autre personne. Donc, le petit regard coquin, mais je suis capable de comprendre en fait que tu me désires probablement, ou le baiser que tu me donnes. Donc, je suis capable de déterminer c'est quoi ton intention en arrière de ça, c'est quoi tes désirs, c'est le mind mapping qui va déterminer ça. Je partage très bien le concept, mais j'ai déjà entendu aussi l'appétit vient en mangeant. Qu'en pensez-vous? Oui et non. Il faut faire attention avec ça. Il y a une différence entre je me force à avoir des relations sexuelles ou un rapprochement sexuel, puis m'imaginer que ça va faire en sorte que je vais avoir du désir sexuel, versus je vais mettre un effort dans mon couple pour susciter mon désir sexuel et susciter le désir de mon partenaire, et que ça va peut-être effectivement me donner le goût. Mais il ne faut pas que j'aie l'impression que je me force à ce moment-là. Que si je veux, il faut que j'aie le désir de vouloir du désir un peu. Pas je veux du désir sexuel pour que l'autre ne me dérange pas ou que ça ne crée pas un conflit, etc. Donc, moi, c'est souvent ça que je vais faire avec ce que je suggère à mes couples, c'est si ça ne te tente pas, c'est normal, mais est-ce qu'il y a une ouverture quand l'autre fait une avance? Ou est-ce qu'immédiatement, je ne sens pas le désir, donc non? Parce que le désir sexuel, c'est quelque chose qui se construit. Ce n'est pas quelque chose qui arrive spontanément. Et ce n'est pas parce que l'autre vous démontre un désir que vous allez l'avoir rapidement aussi. Donc, l'autre fait une avance, il faut donc que je me mette dans ce mode-là. Si moi, je suis en train de travailler, l'autre vient m'embrasser tendrement dans le cou, puis un peu sexuellement, bien, ça se peut que ma réponse, c'est je suis en train de travailler, je ne veux pas ça. Mais si je change mon mindset, donc je fais un effort, donc je ne me force pas, mais je fais un effort pour jouer le jeu de la séduction avec l'autre, là, oui, effectivement, l'appétit vient ouais, c'est ça, l'appétit vient en mangeant. Mais si je fais juste faire comme OK, mais là, il faut que je me force là, parce que sinon, ça va finir en conflit ou l'autre va me chialer dessus, etc. C'est pas la bonne formule à avoir. Mais effectivement, puis je te dirais du bon sexe, ça vient avec d'autres sexes. Du mauvais sexe, je peux te donner du mauvais sexe là, 3 fois semaine si tu veux. C'est pas ça qui va me donner du désir. Si je t'offre tout le temps du sexe par pitié, c'est pas ça qui va susciter mon désir. Mais si je suis engagé et je sens que l'autre fait un effort, qu'on se respecte mutuellement dans notre consentement, dans la considération au niveau de notre satisfaction, là, oui, effectivement, l'appétit vient en mangeant. Il faut que ça soit bon. L'exemple que je donne souvent, moi, c'est manger un brownies ou une pâtisserie qui est pourrite, c'est pas ça qui va faire en sorte que ça va te tenter de le remanger après. Mais une bonne gâterie, un bon dessert, ça te tente de le remanger. Mais souvent, les gens disent « Oui, mais c'est un brownies. » Ou c'est du sexe. Je ne peux pas dire non à du sexe. Oui, tu devrais dire non à du mauvais sexe, parce que du mauvais sexe, ça t'amène à avoir d'autres mauvais sexes qui t'amènent à plus avoir de sexe pantoute. Fait que tu as le choix. Soit tu refuses, en fait, du mauvais sexe, puis tu vas en avoir d'autres meilleurs peut-être plus tard, ou tu continues finalement à choisir le mauvais sexe et tu te retrouves constamment à perpétuer une dynamique désagréable avec plein d'amertume et de ressentiment à travers de ça. Est-ce que les diversités culturelles dans les relations intimes mixtes peuvent-ils teinter le mind mapping? Oui, certainement. On peut clairement interpréter différemment comment certains signaux vont être faits. Donc, tu sais, je vous donne un simple exemple. Si on fait ça, en fait, en Asie, c'est de dire à une personne de venir ici, par exemple, si on veut appeler un taxi, mais là-bas, en fait, ça veut dire je veux te gratter les testicules. Donc, évidemment, il y a des signaux qui sont très différents, qu'on va interpréter différemment. Même faire ça, par exemple, peut être très insultant pour une culture et pas l'être du tout dans l'autre. Le problème comme tel, par contre, c'est pas le fait que j'interprète mal ton message, mais c'est comment je réagis émotionnellement à ton message. Parce que je peux, par exemple, être offusqué par quelque chose que tu me fais ou que tu me demandes, mais si je reste calme puis je te dis qu'est-ce que tu voulais dire par ça, parce que moi, mon interprétation, c'est ça, puis c'est pas particulièrement un bon message, peux-tu me le clarifier? Puis si finalement, le message, il n'était pas agressif ou culturellement insultant, par exemple, bien, on va régler la situation assez rapidement. Mais si je m'énerve immédiatement et je reste stické sur mon interprétation de la chose, je me sens insulté, je me sens blessé, etc., mais ça va faire en sorte que rapidement, bien, on va tourner en rond et on va avoir un conflit versus c'est pas le message
mal interprété qui est le problème, c'est comment je vais réagir à ce message-là. Et donc, je peux soit tourner longtemps dans le conflit par rapport au fait que j'ai mal interprété, ou je peux rapidement rester calme, clarifier la situation, recadrer, puis après ça, on passe à autre chose. Donc, je vais prendre les 2 prochaines questions, après ça, je vais continuer. En général, est-ce qu'un homme est plus vite lassé de la même partenaire? En référence au fameux tableau de chasse majoritairement masculin. Ah, mythe numéro 1 que je vais déconstruire. Non, en fait, souvent, c'est les femmes qui se lassent plus rapidement que les hommes. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Les femmes, typiquement, beaucoup plus d'érotisme que les hommes. Nous, on veut généralement plus de... On se satisfait de simplicité dans notre sexualité. On a très peu... on a très peu de difficultés avec une forme de routine sexuelle. Évidemment, on rentre dans des généralités, puis ça peut être très différent d'un sexe à l'autre. Mais je vous dirais que souvent, c'est les femmes qui se lassent de toujours avoir la même sexualité. Donc, pas nécessairement le même partenaire, mais la même sexualité. C'est souvent pourquoi plus souvent, on va avoir des femmes qui vont avoir un désintérêt pour la sexualité, c'est qu'ils perçoivent la routine, ils perçoivent peut-être le manque de profondeur parfois à la diversité, à la variété sexuelle, et plutôt que, c'est là souvent la difficulté des femmes, de s'engager et de créer et de susciter cette diversité-là, cette variété-là, pour toutes sortes de raisons socioculturelles qu'on a tendance à réprimer la sexualité des femmes, ils vont juste plus avoir de désir, en fait. Certaines femmes, évidemment, vont s'engager puis tout ça, mais souvent, les femmes vont se restreindre, puis peut-être plusieurs d'entre vous vont peut-être le reconnaître. Plusieurs femmes ont l'impression qu'ils doivent protéger l'ego fragile de leur partenaire qui veut se positionner comme la personne experte de la sexualité et que la femme, elle doit comme se faire éduquer sur la sexualité. Et donc, une femme qui a généralement plus d'expérience sexuelle qu'un homme ne voudra pas, en fait, j'ai de la misère à dire le mot, là, comme castrer en fait son partenaire sexuellement en étant elle plus à l'aise avec sa sexualité ou plus diversifiée. Donc évidemment, il y en a qui vont le faire, puis ça ne sera pas nécessairement fragilisant pour l'ego masculin là, de leur partenaire, surtout dans des couples hétérosexuels. Mais souvent, les femmes ont plus tendance à avoir à se lasser. Les hommes, par contre, effectivement, se lassent plus rapidement parce que plutôt que d'introduire peut-être la variété, ils vont vouloir de la variété plus peut-être au niveau visuel. Je vous dirais que ça change de plus en plus. Là. Moi, plus ça va, plus j'ai des partenaires masculins dans les couples hétérosexuels qui ont moins de désir sexuel que leurs partenaires féminines. Donc, les tendances ont tendance à changer de plus en plus, du moins au Québec. Là. Les statistiques commencent à se renverser là, de plus en plus. Je sais que dans d'autres culture, ça peut être différent, là, parce que des fois, les rôles, les stéréotypes de genre peuvent être différents puis encourager là, certaines dynamiques à ce niveau-là. Mais effectivement, je ne vous dirais pas que nécessairement les hommes ou les femmes se lassent. Ils se lassent peut-être sur différents égards, sur différentes sphères de la sexualité. OK, donc je vais prendre la dernière question. On devrait plus utiliser la communication directe comme par exemple, que me proposes-tu, sous-entends-tu, qu'est-ce qui pourrait attiser mon envie, on peut travailler l'envie ensemble. Oui, tout à fait, effectivement, il y a beaucoup de non-dits dans un couple, beaucoup de gens communiquent par le mind mapping en fait. Donc, ils vont communiquer de façon non-verbale plein d'affaires, ils ne vont pas assumer verbalement certaines choses. Donc, effectivement, d'amener clairement ce genre de discours-là, là, ces phrases-là peuvent mettre en lumière certaines choses. Ce qu'il faut ne pas mettre numéro 2, là, souvent, c'est que le mind mapping nous permet souvent de comprendre des messages, de bien entendre finalement ce que l'autre est en train de dire, mais comme l'autre ne l'a pas verbalement dit clairement, on a donc l'excuse de dire « je t'ai pas compris ». Quand en réalité, je t'ai compris, mais je t'ai souvent ignoré finalement. Donc, si je donne les exemples que je donnais tantôt, par rapport au consentement, je le vois que tu ne m'embrasses pas avec envie. Je le vois que tu te retiens dans la sexualité. Mais même si je le perçois, je vais peut-être l'ignorer. Je vais continuer quand même dans mes démarches parce que moi, je veux terminer la relation sexuelle. Moi, je veux avoir mon orgasme, par exemple, à la fin. Donc, je ne vais pas nécessairement je ne vais pas ne pas être conscient du message que tu m'envoies, je vais le percevoir, mais je vais peut-être choisir de l'ignorer, en fait, le message, et de ne pas y porter attention parce que le message rentre en conflit avec mon désir ou mon besoin du moment, et comme tu ne me l'indiques pas clairement, je peux donc éviter aussi, en fait, ton message.
je vais répondre peut-être à la prochaine question là, rapidement. Est-ce que le mind mapping est l'équivalent de la théorie de l'esprit aussi apparente? J'avoue que je ne suis pas familier avec la théorie de l'esprit, mais il y a un terme aussi, là, ça s'appelle voyons comment ça s'appelle, la théorie du... je suis désolé, ça m'oublie, mais ça se peut que ça fasse référence à la théorie de l'esprit, là, mais pour être honnête, là, je ne suis pas familier avec la terminologie là, que la personne utilise ici. Donc, je vais mettre là, sur pause là, les questions pour l'instant. Je vais revenir là, plus tard. Là, il va y avoir une période de questions à la fin. On va pouvoir revenir là, plus en détail. Je vois le temps qui avance. Là, je vais essayer de continuer vers la suite. Donc, le mind mapping, comme je disais, c'est ça. C'est quelque chose qui nous permet vraiment d'absorber, d'analyser toutes sortes de différents messages qu'on va avoir, autant dans la sexualité qu'avant la sexualité qu'après. Donc, par exemple, les partenaires qui viennent d'avoir une relation sexuelle, c'était comme un peu médiocre ou poche. Puis là, chaque partenaire, plutôt que de peut-être faire la cuillère, de se regarder dans les yeux, puis de se parler tendrement, ils vont comme un peu juste comme se coucher dos à dos parce qu'ils ne veulent pas en parler. Donc, tout le après aussi la relation sexuelle, tout ce qui ne se dit pas après une relation sexuelle, qu'on aborde ou pas, en fait, certains éléments de la relation sexuelle qu'on vient d'avoir, parce que ça ne me tente pas de dire à mon partenaire que c'était pas bon. Ça ne me tente pas de mettre en lumière, finalement, que ben, ça m'a peut-être fait mal, ou j'ai pas aimé quand tu as fait ça, ou j'ai trouvé ça long, j'attendais que tu finisses, etc., que je t'ai désengagé, ou je t'ai senti désengagé. Souvent, les gens ne veulent pas avoir ces conversations-là après, mais les conversations, ils ont quand même eu lieu à travers le mind mapping pendant la relation sexuelle et après. Le fait qu'on n'en parle pas, c'est indicateur justement de, tu sais, tu ne m'as pas dit que c'était bon, mais je peux potentiellement interpréter ton silence puis le fait que tu te détournes comme étant une forme d'insatisfaction. Évidemment, ce n'est pas le seul signe à prendre en considération, mais tout ce qui se passe après, la connexion ou la déconnexion qui se passe après est aussi très importante à regarder et l'impact que ça va avoir par la suite. Donc, pour rentrer un peu plus dans le mind mapping de façon large de la relation et non seulement dans la sexualité, donc le mind mapping, c'est vraiment tout ce qui détermine comment on se perçoit en tant que partenaire, mais comment on perçoit l'autre personne aussi. Autant au plan cognitif, donc comment est-ce que cette personne-là pense, c'est quoi ses perceptions, c'est quoi la manière qu'elle réfléchit, c'est quoi ses valeurs, que ses façons émotionnelles de réagir à des choses. Donc, est-ce que j'ai un partenaire qui est rigide? Est-ce que j'ai un partenaire qui est flexible dans ses manières de voir les choses? Est-ce que j'ai un partenaire contrôlant, manipulateur, insistant, impatient? Est-ce que j'ai quelqu'un qui gère ses émotions ou au contraire, c'est quelqu'un qui est souvent colérique puis qui explose? Est-ce que c'est quelqu'un qui est souvent très triste ou fragile ou sensible? Puis, je vais aussi regarder c'est quoi la force de cette personne-là, c'est quoi ses qualités, qu'est-ce que j'admire finalement de cette personne-là. Donc, ça peut être quelqu'un de travaillant, ça peut être quelqu'un de confiant, ça va être quelqu'un qui a de l'entre-gens. Donc, c'est tout le mind mapping qui fait que je fais une map finalement de mon partenaire, autant au plan cognitif, donc intellectuel, ses pensées, que émotionnel. Puis, j'ai toujours ces deux maps-là sont séparées là, au niveau du cerveau, là, au niveau de la neurologie du cerveau. C'est vraiment deux sections différentes du cerveau. Et on est tout le temps en train de mind mapper toutes les personnes de notre entourage avec ces deux niveaux-là. Et on se mind map nous-mêmes. Fait qu'on est tout le temps en train, en fait, d'avoir nos maps à nous autres, comment moi je me perçois intellectuellement au niveau cognitif et comment je me perçois moi émotionnellement et comment je perçois mon partenaire à ce moment-là. Donc, je vais regarder c'est quoi ses forces, sa personnalité, c'est quoi ses insécurités au niveau sexuel et autres, c'est quoi ses habiletés érotiques. Est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'aise dans la séduction, qui est à l'aise dans le lit, qui a confiance, qui se sent bien dans son corps, ou au contraire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est comme mal à l'aise, qui tamise toujours les lumières, qui ferme toujours les lumières, qui ne me regarde jamais pendant la relation sexuelle, quelqu'un qui me questionne tout le temps de « ça va-tu, c'est-tu correct, est-ce que je fais bien ça, est-ce que tu as aimé ça », mais pas dans le « je suis concerné de ta satisfaction, mais je veux que tu me rassures, je veux que tu me dises que je suis bon ». Pas que je suis très concerné si tu as aimé ça ou pas, ça fait partie de la dynamique, mais on peut sentir un partenaire qui est insécure pendant la relation sexuelle, qui pose toujours les questions pour être rassuré, mais pas tant par intérêt de est-ce qu'on est en train de partager un moment agréable. On va mind mapper aussi comment cette personne-là se voit au niveau de est-ce qu'elle se perçoit de façon désirable? Est-ce qu'elle se voit avec un certain pouvoir de désirabilité
ou au contraire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne se trouve pas beau, qui n'est pas charmant, qui a l'impression finalement qu'il y a du sexe avec toi, puis qui se trouve ou elle se trouve vraiment chanceux ou chanceuse de pouvoir avoir ces moments-là intimes, mais qu'elle n'est pas tant en train d'offrir quelque chose, elle est juste en train de prendre quelque chose sexuellement de l'autre. C'est là aussi qu'on va voir tous les paradoxes et les incongruences, puis les angles morts de nos partenaires. Puis ça, c'est vraiment les parties vraiment importantes qu'il faut regarder par rapport au désir sexuel. Les paradoxes, les incongruences, puis les angles morts, c'est tous les éléments des traits de personnalité de notre partenaire qui sont vraiment frustrants, généralement, et qui sont des gros turn-off, donc qui tuent le désir sexuel. Donc, un partenaire qui a des paradoxes ou des incongruences, c'est quelqu'un, par exemple, qui va avoir 2 poids, 2 mesures. Donc, il y a des règles qui s'appliquent à moi, mais il y a des règles différentes qui s'appliquent à toi. Donc, j'imagine, si vous avez déjà été en couple, vous avez certainement déjà imposé ça à vos propres partenaires et on vous a déjà probablement imposé ces propres doubles règles-là. C'est vraiment des choses qui sont frustrantes. Ou c'est des gens, par exemple, qui qui se voient pas vraiment aller, ils ont des angles morts par rapport à eux, parce que c'est évident pour tout le monde que c'est quelqu'un qui cherche l'attention, qui a peut-être un peu des traits narcissiques, mais qu'eux, ils ont juste l'impression d'avoir plein de confiance, puis plein d'entre-gens, puis etc. Ils ne sont pas capables de voir ça. Puis en tant que partenaire, plus tu apprends à connaître ton partenaire, plus tu vois finalement ces incongruences-là, parce que plus tu vis des situations avec ces gens-là qui vont démontrer finalement leurs angles morts, qui vont se présenter de façon publique d'une façon, mais qui vont se présenter dans l'intimité complètement autrement. Donc, des gens, par exemple, qui font plein de blagues sexuelles là, en gang, qui sont un peu machos, etc. Mais quand ils arrivent dans le lit, toi, tu connais comment ils sont, puis ils sont vraiment fragiles, puis ils ont vraiment un ego justement à protéger. Puis c'est là que tu vois qu'il y a comme une incongruence. Là. Il y a comme l'aspect très assertif publiquement, mais pas du tout au niveau au lit. Puis cette incongruence-là ou cet angle mort-là aussi, elle vient jouer sur la perception qu'on a en fait de notre partenaire. Et donc, le baromètre, si vous voulez, de l'intégrité, ça passe par le mind mapping. C'est comment intègre, donc pour venir au sujet que je parlais tantôt, l'intégrité de notre partenaire, de comment cette personne-là se perçoit, comment qu'elle se présente avec moi, avec les autres, et comment elle se présente avec moi, mais que je sais qu'en arrière de ça, il peut y avoir des insécurités. Tout ça va jouer sur mon désir. Et moins tu es intègre avec qui tu es réellement, que tu tentes de camoufler des insécurités, que tu évites d'être vulnérable, que tu caches en fait des malaises que tu peux avoir, plus j'ai l'impression de ne pas avoir quelqu'un d'intègre et moins j'ai quelqu'un d'intègre avec moi, moins en fait, moins je peux t'admirer en réalité. Plus tu me caches des choses, plus j'ai de la misère à finalement avoir du respect pour toi. Parce que tu ne t'assumes pas, tu ne présentes pas qui tu es réellement, tu me présentes une image de qu'est-ce que tu veux que je vois. Donc, c'est souvent notre partenaire, en fait, qui va être le baromètre de ton intégrité, parce qu'on est souvent aveugle nous-mêmes du manque d'intégrité qu'on va avoir, ou du moins, on va tenter de le camoufler. Puis, plus on commence à connaître un partenaire, donc au début d'une relation, on peut sentir de fortes émotions d'attachement, même d'amour envers quelqu'un qu'on connaît très peu, parce que, bon, la personne se présente sous un bon angle, elle est agréable, elle est le fun, elle a plein de qualités. Mais plus je commence à connaître une personne, puis que je vis des chicanes avec elle, que je vis des situations difficiles, qu'on vit des changements importants dans notre vie, enfants, changement de travail, accident majeur, la mort de quelqu'un, vivre le deuil, problèmes de santé physique ou des problèmes de santé mentale, mais là, je te vois réellement vivre et agir dans des situations qui nécessitent que tu utilises ta gestion émotionnelle, que tu tiennes debout, etc. Et donc, dans ces chicanes-là et ces situations-là difficiles, c'est là que je vais avoir une image réelle de qui tu es finalement. Je ne vais pas juste avoir l'image du début où tout est beau, tout est agréable, si tu te présentes sur ton 31 ou ton 34 ou ton 36, là, j'oublie toujours c'est quoi l'expression pour quel chiffre il faut utiliser, mais on se présente toujours sur son meilleur jour au début d'une relation. Puis plus qu'on vit avec une personne, plus qu'on réalise, ah, la personne que je connaissais, c'est plus la personne finalement que tu es. Et tu n'as jamais été cette personne-là, mais je me suis fait un fantasme de qui tu étais. Et plus j'apprends à te connaître, plus ce fantasme-là, il se déconstruit, il se défait. Et là, je suis en train de réaliser qui tu es réellement. Pas juste avec tes forces et avec tes qualités,
mais avec tes faiblesses, avec tes difficultés, avec tes insécurités. Je commence à connaître et pouvoir même expliquer certains de tes agissements selon peut-être la dynamique familiale que tu peux avoir avec ta famille ou avec tes amis. Donc, je me fais une image plus réelle de qui tu es. Puis les gens qui se sont beaucoup accrochés à cette image-là fantasmatique de leur partenaire vivent énormément de déceptions plus les années avancent. Ou ce que même des fois, les gens vont dire « tu n'étais pas comme ça avant ». Quand en réalité, j'ai toujours été comme ça. Tu n'as juste jamais été exposé à ce côté-là de moi. Puis souvent, tu vas entendre ça, en fait, dans des couples hétérosexuels. Les hommes vont souvent dire ça des femmes, puis les femmes vont souvent dire le contraire de « mais toi, tu n'as pas changé. Toi, tu es resté pareil ». Parce que souvent, dans certaines dynamiques hétérosexuelles, les femmes veulent changer leur partenaire, ils prennent quelqu'un qui est comme moins intéressant, puis ils se disent qu'ils vont améliorer leur partenaire, puis là, ils ne changent pas, ils restent le même, ils ne s'améliorent pas, tandis que les hommes veulent la version originale, puis là, ils commencent à découvrir des fois leur partenaire qui, pas qu'il a changé, mais qui apprennent à connaître, puis là, finalement, sont déçus d'apprendre qui cette personne-là était réellement. Mais au début, ils se sont fiés à leur fantasme de qui cette personne-là ou de le fantasme à venir et ont vu plein de déceptions. Donc, des gens qui s'accrochent beaucoup à ce fantasme-là puis qui ont de la misère à décrocher vivent beaucoup de déceptions et encore une fois, ça vient miner en fait le désir sexuel. Parce que la version fantasmatique, c'est la version que je désire. Je ne veux pas nécessairement la réalité. Et donc, je dois apprendre à shifter ou changer finalement ma perspective pour que je sois avec un partenaire qui peut avoir des insécurités, qui peut avoir des difficultés, mais qui est capable peut-être de les travailler aussi. Donc, c'est ça qui va venir susciter le désir. C'est est-ce que j'ai un partenaire qui est capable de reconnaître qui ils sont, donc avoir de l'intégrité, puis d'être capable de travailler ses vulnérabilités, de travailler ses difficultés relationnelles, de travailler peut-être ses enjeux au niveau de la sexualité, des craintes, le manque d'estime, la difficulté à séduire de façon intéressante. Donc, est-ce que je me retrouve devant un partenaire qui va vouloir s'améliorer, ou au contraire, quelqu'un qui va juste constamment nier qui ils sont et toujours vouloir, par exemple, avoir raison. Puis notre partenaire, ça, c'est vraiment un outil là, essentiel que je donne à mes couples. La personne qui te connaît le mieux, ce n'est pas toi-même, c'est ton partenaire. Ce qui va à l'encontre de bien des stratégies parfois thérapeutiques qu'on donne, où ce que ton partenaire te voit aller et voit tes angles morts, ce que tu ne vois pas. Puis c'est pas que ton partenaire détient nécessairement la vérité, mais si tu fais juste porter plus attention à ce que ton partenaire te dit et tu es ouvert à ce que ton partenaire te dit à ton égard, bien, tu vas peut-être être moins réactif quand elle va pointer finalement tes difficultés, tes faiblesses, tes insécurités, et donc tu vas pouvoir te réajuster. Mais si tu pars du prémisse que ben, c'est moi qui me connais mieux que toi, ben, je pars du prémisse que je suis fermé à tout ce que tu vas m'amener, surtout les choses que je ne veux pas entendre. Puis un partenaire, c'est vraiment le reflet constant et quotidien de toutes tes difficultés. C'est vraiment la job de ton partenaire là, de te refléter ce qui, lui ou la gosse constamment, qu'est-ce qui l'irrite, pour que justement tu puisses t'améliorer. Donc, être en couple à long terme, c'est vraiment une opportunité de grandir en tant que personne si tu oses et si tu veux te donner la peine au moins d'être ouvert à ça. Mais si tu veux juste choisir de protéger ton ego, de jamais vouloir être vulnérable, de jamais vouloir être intègre, puis de reconnaître que tu as peut-être des difficultés à certains égards, bien, ça fait en sorte que tu stagnes et ça fait aussi en sorte que c'est très difficile d'être intime avec toi parce que je n'ai pas finalement accès à quelqu'un qui veut vraiment être avec moi. Ce que tu veux me présenter, c'est ton ego. Tu veux me présenter la belle image de toi, malgré que ça fait des années que je te dis qu'il y a des choses qui sont problématiques. Une chose que j'aime bien dire, moi, à mes couples, c'est qu'on a deux options dans la vie, mais tu as seulement un choix. Soit tu te fais flatter l'ego par ton partenaire, ou soit tu te fais flatter les organes génitaux. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Soit que tu choisis de te faire flatter l'ego puis que tu te boques à vouloir te présenter tel que tu veux être, plutôt que d'être qui tu es, ou tu te présentes de façon intègre,
avec toutes tes vulnérabilités et toutes tes difficultés et que tu reconnais tes torts et que tu les changes, parce que c'est pas juste une question de dire ouais, j'ai encore fait ça pour la 107e fois, je suis vraiment désolé, hein? Je vais faire un effort la prochaine fois. J'espère qu'il n'y en aura pas une 108e cette fois-ci. Tu sais? Donc, c'est pas juste s'excuser, c'est de reconnaître le tort et de le corriger. Parce qu'il n'y a rien de plus turn-off aussi, même si j'ai dit ça tantôt, qu'un partenaire qui veut juste pas admettre ses torts et qui nous déçoit à répétition et qui reste finalement pogné dans ce désir-là absolu d'avoir raison finalement, donc de protéger son ego. Donc, c'est normal que nos partenaires vont nous décevoir. Ça fait partie de la game d'être en couple. En fait, c'est même ta job de décevoir ton partenaire. Pas délibérément, évidemment, malgré que certaines personnes vont le faire, mais ça fait partie de la game. On vit dans une relation où on va avoir des différences. Comment je vais gérer ces déceptions-là, autant quand je les reçois que quand je le fais, va grandement déterminer finalement l'intimité sexuelle qu'on va avoir. Donc, si j'ai quelqu'un qui reste toujours sur son point, qui ne veut pas admettre qu'il a eu tort ou qu'il a déçu l'autre, bien, ça fait en sorte que c'est difficile pour moi finalement de t'admirer parce que tout ce que tu veux faire, c'est de protéger versus la personne qui, oui, va créer une déception, mais qui va être capable de la reconnaître et de la réparer aussi. Versus quelqu'un qui va juste constamment décevoir et refuser de l'admettre comme tel. Lorsque ça devient plus difficile, puis je vais terminer là-dessus, puis après ça, on va faire les questions pour terminer la conférence, c'est quand on frappe l'impasse émotionnelle dans un couple où ce que chacun a fortement l'impression d'avoir raison dans la situation. Puis que chacun se cogne, là, donc finalement, là, un impasse émotionnel, c'est l'équivalent d'être pris dans ce qu'on dit en anglais, un traffic jam, là, où que, comme tout le monde est comme pogné, là, toi, tu veux comme avancer comme ça ton auto, puis l'autre veut avancer comme ça, puis tu ne peux plus reculer parce que tu as des autos en arrière et en avant de toi, puis personne ne peut aller nulle part. C'est un peu ça, un impasse émotionnel, c'est qu'on reste tellement accroché à notre point de vue qu'on n'est pas capable de décrocher, puis les deux ont l'impression d'avoir considérablement raison et que l'autre a considérablement tort dans cette situation-là. Donc, vous pouvez peut-être même penser à vos propres conflits de couple. Quel sujet peut revenir souvent par rapport à ça? Comment on les gère? Comment on tolère finalement que notre partenaire ne bouge pas de sa position? Et comment on veut désespérément qu'il bouge, malgré que nous, on ne bouge pas non plus. Puis cette rigidité-là qui se cristallise souvent et qui crée beaucoup de dynamiques très malsaines dans un couple, où ce que même des fois, on devient malicieux envers l'autre personne, puis qu'on a des intentions malignes. C'est ce qui fait en sorte que des fois, les gens, bien, ils finissent soit par rompre ou se retrouvent souvent en thérapie. Puis c'est souvent là que les gens vont se présenter comme ayant des difficultés de communication. Ils vont dire ouais, tu sais, on a des sujets qui reviennent souvent sur la table, on n'est pas capable de les régler, on ne se comprend pas. Puis moi, je pars toujours du prémisse que les gens se comprennent très bien, ils ne se tolèrent pas. C'est pas la même chose. Donc, c'est pas que tu ne te comprends pas, c'est que l'autre ne veut pas avoir ton point de vue, il est juste en désaccord avec toi. Donc, si on prend l'exemple de la sexualité, où il y a un partenaire qui a plus de désir, puis l'autre qui en a moins, quand on parle justement de cette dynamique-là, le partenaire qui en a plus veut que l'autre en ait plus, puis qu'il y ait plus souvent de relations sexuelles, tandis que le partenaire qui a moins de désir veut que l'autre en ait moins. Mais ni un ni l'autre veut bouger de sa position. Moi, je veux que tu en aies moins, moi, je veux que tu en aies plus. Ce n'est pas un problème de communication. On s'entend très bien, là. C'est juste que je ne suis pas d'accord avec ce que tu me dis. Je ne suis pas d'accord avec le fait que tu ne veux pas bouger de ta position, que tu ne veux pas en avoir moins ou que tu ne veux pas en avoir plus. C'est ça que j'ai de la misère à gérer avec. C'est que ta position, elle reste la même. Ce n'est pas qu'on communique mal. On peut être désagréable dans sa communication, mais le message, généralement, il est très clair. Le problème, c'est que je ne me gère pas émotionnellement avec le message que tu m'envoies. Si je donne un autre exemple typique, le ménage, un des sujets dans lesquels les gens se chicanent le plus souvent. Je veux que tu fasses plus de ménage. Moi, je ne veux pas en faire plus de ménage. Je vais peut-être te dire que je vais en faire plus, mais ça ne me tente pas d'en faire plus, donc j'en ferai pas plus. Je vais peut-être le faire pour m'acheter une couple de semaines parce que je vais en faire plus, mais rapidement, je vais retourner à mon mode de ça ne me tente pas de la faire la vaisselle, ça ne me tente pas de la passer la balayeuse,
Ça ne me tente pas de dépousseter, je ne sais pas trop quoi, ou laver le bol de toilette. C'est ça le message que je t'envoie. C'est pour ça que tu n'arrêtes pas de vivre de la déception. Parce que je te dis, je vais le faire. Puis 3 semaines plus tard, je reviens à mon mode. Parce que je ne veux pas dire, je ne veux pas en faire de ménage. Je ne vais pas dire, assume-toi, fais-en plus. Parce que ce n'est pas vraiment une position que tu veux avoir dans un couple, malgré que certaines personnes le fassent. Mais au moins, la personne qui va avoir l'intégrité de dire, moi, mon niveau de ménage, c'est ça que je veux avoir. Puis je l'assume. C'est quelqu'un qui est plus intègre. C'est quelqu'un qui est au moins capable d'être honnête avec qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle présente. Ça va être la même chose par rapport à la sexualité. La personne, par exemple, qui a moins de désir pourrait dire, moi, c'est le degré de désirabilité, de désir, de relation sexuelle que je veux avoir. Puis là, c'est là que ça devient plus une bataille d'intégrité. Parce que l'intégrité, généralement, autant que tu veux ça de ton partenaire, tu ne veux pas ça de ton partenaire. Parce que quelqu'un qui est intègre, puis qui est solide, mais qui est aussi capable d'avoir une certaine flexibilité par rapport à sa position, bien, elle va aller à l'encontre de tes désirs, elle va aller à l'encontre de tes besoins. Et donc, ça devient un irritant. Et si je ne suis pas capable de gérer cette différence-là, puis souvent, quand c'est des différences fondamentales, comme l'argent, le ménage, le sexe, la belle famille et l'éducation des enfants, ce sont typiquement les 5 sujets qui reviennent le plus souvent, bien, je vais avoir de la difficulté à voir comment notre relation à long terme va être satisfaisante si quelque chose de fondamental comme un de ces sujets-là ou d'autres sujets qui sont importants, on n'est pas congruent ou on n'est pas, on ne s'entend pas, il y a une trop grande différence, ça clash avec mes valeurs, ça me rend insatisfait dans le couple. Mais souvent, les gens, plutôt que effectivement d'avoir de l'intégrité, d'être solide et d'avoir une certaine flexibilité par rapport à ça, vont jouer toutes sortes de games malsaines, d'être passif-agressif, de vouloir s'imposer, de revenir à la charge sur les affaires, de naguer, de toujours se plaindre pour obtenir finalement qu'est-ce qu'ils veulent parce qu'ils ne veulent pas accepter que le message, c'est « je ne vais pas te donner ce que tu veux avoir ». Puis il faut partir du prémisse que la personne qui veut moins quelque chose, c'est la personne qui contrôle la quantité de choses qu'on va donner. Donc, la personne qui veut moins de sexe, c'est la personne qui décide combien de sexe qu'on a, quand qu'on l'a et comment qu'on l'a. Même si cette personne-là n'a pas nécessairement cette impression-là, évidemment, je parle dans une dynamique où il n'y a pas de viol conjugal, là, évidemment, mais la personne qui a moins de désir sexuel contrôle la sexualité. La personne qui veut moins faire le ménage contrôle la quantité de ménage aussi. La personne qui veut moins avoir de vie sociale ou la personne qui veut moins aller voir les beaux-parents ou la personne qui veut moins peut-être dépenser, c'est la personne qui a le contrôle. Puis ces positions-là sont très difficiles à tolérer, surtout quand ce n'est pas nous qui avons le contrôle. Puis même des fois, quand c'est nous qui avons le contrôle, on ne veut même pas l'avoir. Souvent, les partenaires qui ont moins de désir disent souvent « j'aimerais ne pas l'avoir, ce contrôle-là ». Mais il y a des gens aussi qui l'utilisent de façon plus malsaine. Fait que toutes ces dynamiques-là qui se construisent alentour de ces sujets-là, de l'intégrité qu'on va avoir, de la manière qu'on gère les impasses émotionnelles, les chicanes, les différences fondamentales, vont faire en sorte que, oui, on va avoir des conflits qui sont peut-être intenses, mais on va être capable de passer au travers parce que j'ai pas quelqu'un, ou j'ai quelqu'un en fait qui est intègre, qui est solide, mais qui est capable aussi d'être flexible pour peut-être changer sa position, mais j'ai pas non plus quelqu'un qui s'impose, donc il veut tout avoir ce qu'eux veulent avoir puis ils ne prennent pas en considération l'autre personne, ou au contraire, quelqu'un qui fait un peu le tapis, qui donne tout à l'autre jusqu'à temps qu'elle explose, qu'elle est tellement pleine de ressentiments que là, elle ne veut plus rien donner, elle devient ultra rigide à cet égard. Donc, si j'avais à vous laisser là, sur une phrase que j'aime bien partir avec, c'est dans un couple, le meilleur de nous-mêmes va montrer le pire de nous-mêmes parce que le pire de nous-mêmes nie sa propre existence. Donc, je vais répéter. Le meilleur de nous-mêmes démontre le pire de nous-mêmes parce que le pire de nous-mêmes nie sa propre existence. Donc, ça fait référence justement à tout ce que j'ai parlé aujourd'hui de reconnaître ses torts, être capable de se percevoir avec précision, être capable d'être vulnérable, être capable aussi de démontrer
les mauvais côtés de qui qu'on est que quand on a des intentions malignes, quand on a perçu, par exemple, le non-consentement de notre partenaire ou son désintérêt, qu'on reconnaisse que finalement, c'était peut-être pas si important que ça pour nous à ce moment-là, puis qu'on a continué la relation sexuelle. Souvent, les gens vont nier, en fait, ça parce que ça paraît pas bien. Et c'est ça, je veux dire, par la meilleure partie de nous démontre le pire de nous. Parce que le pire de nous va juste faire semblant que ça n'existe pas. Souvent, les gens vont feindre, je ne sais pas si ça se dit, là, mais ils vont faire semblant de ne pas avoir la capacité de faire du mind mapping. Souvent, plus souvent les hommes que les femmes, là, les hommes, puis même c'est des fois c'est leurs partenaires qui vont les présenter comme ça, ils vont dire ah, moi, mon chum, là, il ne comprend pas le langage non corporel, il ne comprend pas les subtilités. Puis souvent, les hommes, on les comprend bien. On est juste vraiment bon pour avoir de l'air semblant qu'on n'est pas capable de les comprendre. Parce que ça nous sert. On a appris à faire ça. Tout comme les femmes ont appris à faire ça par rapport à leur sexualité, de camoufler leur sexualité, de ne pas être trop, justement, érotique, de ne pas être intimidante sexuellement. Combien d'entre vous, en fait, pourraient dire que vos propres idées, même au travail, vous devez les faire passer par un homme ou ça passe mieux quand c'est un homme qui les dit? Mais tout ça, en fait, c'est qu'on apprend culturellement, socialement, les rôles qu'on peut avoir et ça joue dans la sexualité, ça joue dans la dynamique de couple. Un homme ne peut pas se montrer vulnérable, du moins au niveau émotionnel. Une femme va avoir plus facilement accès à ça. Un homme peut se montrer sexuellement très sexuel, très assertif, tandis qu'une femme, ça passe généralement moins bien et toutes ces dynamiques-là, on les entend, puis plus qu'on est dans des relations conservatrices ou avec des valeurs plus conservatrices, ben, on se retrouve plus prisonnier ou prisonnière là, de ces enjeux-là. Bon après-midi ou bonne soirée à tous et à toutes, puis au plaisir de vous retrouver prochainement. Salut! Merci encore, François. Bye. Bye bye.